bonsoir et merci de nous suivre dans la tribune de ce soir. Et c'est pour parler du dynamisme dans l'écosystème africain. Et nous avons un invité de marque, Didier Akweti, qui est président directeur général de Africa Search, initiateur et commissaire général à Africa SNME Champions Forum. Et c'est pour parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, de tout ce dynamisme-là que l'on note dans le continent africain. Merci d'être avec nous, Didier Akweti. Bonsoir, M. Ndiaye. Un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la tribune. Et pour donner un aperçu à nos téléspectateurs, nous allons suivre un portrait dressé par le président, directeur général du groupe Label Media Plus, le doyen Martin Sida. Qui, dans les entreprises leaders du continent et de la diaspora, ne connaît le nom du président du groupe ou le label Africa Search, Didier Akweti. Pionnier africain dans un secteur méconnu ou non investi par les Africains en son temps, Didier Akweti a pensé mettre son talent au service des entrepreneurs et des candidats à des emplois avec la création de l'une des structures africaines et internationales les plus connues et les plus crédibles en matière de détection de talents et de gestion des ressources humaines pour l'Afrique. Depuis 1996, Didier Akweti œuvre inlassablement à l'affirmation, à la visibilité, au développement de la première ressource de toute entreprise, la ressource humaine, le capital humain. Que de compétences et cadres encouragés par cet homme aux allures d'éternel adolescent, vif, élégant et généreux dans la réflexion et l'effort. Avec des bureaux à Paris, Washington, Dakar, Lomé, Abidjan, Cotonou, Douala et Johannesburg, Didier a su positionner Africa Search pour ceux qui savent comme un cabinet panafricain international incontournable dans l'identification et le développement des ressources humaines en Afrique et a contribué significativement au retour des compétences sur le continent. Par générosité et souci sans doute de démultiplier et diversifier son propre cursus, ce titulaire d'un MBA de l'École supérieure de commerce de Paris, de 2 troisième cycles en commerce international et en marketing industriel entre autres, structures éducatives et des cycles de perfectionnement en management dans diverses universités internationales, dont la Harvard Business School, est avide de savoir et d'excellence. Fort d'une expérience en marketing commercial et en gestion de projet, Didier Akweti a fait sien le challenge du marketing humain sans lequel aucune entreprise ne saurait s'organiser, avancer, produire, réaliser et prospérer. Bien plus qu'un simple spécialiste des ressources humaines, c'est également un homme de communication que Robert Adandé reçoit aujourd'hui. Car pour celles et ceux qui n'avaient jamais mis un visage sur le nom, Didier Akweti est également chroniqueur à Radio France Internationale sur les problématiques de formation, emploi et de création d'entreprises en Afrique où le coach conseille les jeunes en quête de repères et de choix professionnels pertinents. Voilà, un portrait dressé, comme je l'ai dit tout à l'heure, par le PDG du groupe Label Media Plus, le doyen Martin Silla. Didier Akweti, n'est-ce pas là une présentation exhaustive de votre personnalité? C'est très gentil. En tout cas, je suis très flatté. Merci à Martin Silla pour ce portrait élogieux. Alors, c'est vrai que ça fait depuis 1996 qu'on œuvre à la promotion des talents africains. Parce que, comme il a si bien rappelé, il n'y a pas de développement sans ressources humaines. Et donc, toute l'idée, c'était de mettre à la disposition du continent ces ressources humaines dont le continent a tant besoin dans tous les secteurs. Et plus que jamais, la compétition mondiale se fait à travers les cerveaux, les compétences, les talents. Et donc, il était important que nous proposions cette plateforme qui est Africa Search, Africa Talent, les salons de recrutement que nous faisons, pour favoriser la promotion des compétences africaines. Exactement, et c'est le prétexte de l'invitation de ce soir dans la tribune du mardi. Où en êtes-vous avec l'édition de cette année? Alors, Africa Talent, bien sûr, c'est un forum qui a lieu dans différents pays chaque année. Et vous savez que nous avons également initié depuis une dizaine d'années un autre forum qui s'appelle le Africa SME Champions Forum, dont l'ambition est réellement de promouvoir le secteur privé africain, de promouvoir les entreprises africaines, pour pouvoir développer l'emploi qui manque tant sur le continent. Donc, nous préparons effectivement la 8e édition du Africa SME Champions Forum qui se déroulera au mois d'octobre. 8e édition, une des éditions pérennes. Qui sont déjà les participants de ces forums-là? Alors peut-être pour refaire un peu d'historique, le forum a été créé pour les PME en 2014. D'ailleurs, la première édition avait eu lieu à Dakar en 2014, et puis après au Kenya, en Côte d'Ivoire, au Rwanda, en Afrique du Sud, et l'année dernière en Ouganda. Et nos partenaires sont généralement des institutions internationales dont la mission
et d'accompagner le développement, mais qui ne savent pas nécessairement accompagner les PME. Et donc, vous avez des institutions comme la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, dont son temps la Banque africaine de développement, AFC, la filiale de la Banque mondiale, la BOAD, le Fonds de garantie, African Guarantee Fund, des entreprises comme le OCP, des grandes banques, comme Afreximbank. Donc, c'est un certain nombre de partenaires dont la mission est d'accompagner le développement du continent africain et qui aussi ont compris que le secteur privé, notamment les petites et moyennes entreprises, constitue en fait le poumon économique de l'Afrique. Et donc, il y a quelques chiffres qu'on peut rappeler, c'est que 90 à 99% du secteur privé africain, ce sont des petites et moyennes entreprises. 40 à 60% des emplois qui sont créés, ce sont ces mêmes PME. Et aujourd'hui, où il faut créer chaque année au moins 15 millions d'emplois pour les jeunes Africains, il est important qu'on redynamise le secteur privé, donc les PME, qui sont le principal vecteur de création d'emplois, pour voir comment ces PME peuvent créer ces emplois qui manquent tant sur le continent. Et d'ailleurs, on le voit, quand nous allons dans nos villes, les populations sont extrêmement jeunes, sont généralement dans une espèce de désespoir social parce qu'il n'y a pas assez d'emplois. Et on voit même... tous les pays africains. Ah oui, absolument. Et d'ailleurs, quand on voit, vous savez, ces mouvements, ces jeunes qui quittent l'Afrique, traversent la Méditerranée, et on l'a encore vu ces dernières semaines, ces images assez désolantes, on se dit, ce n'est pas possible qu'il y ait un continent avec autant d'espace, autant de potentiel, autant de ressources, mais que les jeunes veuillent le quitter. Et donc, il appartient au continent, aux décideurs publics, à l'ensemble des acteurs de se mobiliser pour favoriser ce qui crée l'emploi, c'est-à-dire les PME. Est-ce que maintenant l'initiative ne serait pas adapter le contenu de ces forums-là? Parce que le contenu classique, souvent, vous, les initiateurs, vous venez avec votre contenu, mais les acteurs réels ne sont pas impliqués. Est-ce que pour ce forum-là, les acteurs, les PME, c'est-à-dire les jeunes, sont impliqués dans le fonctionnement? Alors, en fait, la particularité de ce forum, c'est qu'il donne des réponses concrètes. Vous savez, on a participé nous-mêmes, j'imagine vous, Maktar Sylla, tellement de forats dans le monde, qu'on s'est dit, lorsque nous avons imaginé ce forum, d'en faire un forum assez opérationnel. Et donc, l'opérationnalité du forum se traduit de 3 manières. Première manière, nous invitons des banques, des fonds d'investissement, des business angels, qui viennent à la rencontre des PME, puisque une des premières problématiques des PME, c'est l'accès au financement. Donc, nous permettons aux PME qui viennent au forum de rencontrer les acteurs financiers pour discuter financement et regarder comment leurs entreprises peuvent être financées pour faciliter leur croissance. Deuxième angle, c'est l'accès au marché. Vous pouvez avoir une entreprise, si vous n'avez pas de business, vous ne développez pas vos affaires, vous ne pouvez pas grandir. Donc le forum permet de connecter les PME entre elles, parce qu'elles viennent de 15 à 20 pays d'Afrique généralement, voire 25 pays. Donc une PME sénégalaise typiquement, le fait de rencontrer une PME kenyane peut dire « moi je fais tel produit, est-ce que tu veux bien me le distribuer au Kenya ?» Une PME camerounaise va dire « tiens, moi j'ai besoin de m'approvisionner en telle matière première ou en tel fruits et légumes ou tel matériau au Sénégal », et ben ils vont faire un deal. Donc on facilite également exactement l'accès au marché. Et le troisième angle, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des bailleurs de fonds le renforcement de capacité, c'est-à-dire la formation. Vous savez qu'en tant que dirigeant d'entreprise, nous-mêmes, nous nous formons tous les jours parce que, vous savez, les technologies évoluent, les savoir-faire évoluent, les marchés évoluent, bref, les méthodes de gestion évoluent. Et donc, nous avons ce qu'on appelle des masterclass pendant le forum qui permettent, avec des experts, de donner des méthodes, des savoir-faire, des partages d'expériences aux dirigeants de PME pendant les 2 jours. Et donc, c'est en ça que le forum est très concret, très opérationnel, mais bien entendu, il y a des espaces de dialogue public-privé parce que c'est aussi un plaidoyer pour les PME. Vous savez, depuis 10 ans bientôt que nous faisons ce forum, nous avons vu évoluer beaucoup les politiques publiques, même les bailleurs de fonds dans leur façon d'approcher le secteur privé, notamment les produits pour le secteur privé, les PME. Donc, le forum, c'est aussi un espace de dialogue, de débat à travers des panels pour favoriser justement ce qu'on appelle les meilleures pratiques, les best practices. De l'accessibilité, parce que souvent, ce n'est pas l'ensemble des PME qui peut participer à ces genres de forums. Souvent, il y a des contraintes qui font que le petit PME ne peut pas avoir l'accès à ces genres de forums. Alors, vous savez, ce qu'il faut éviter,
de ce qu'on appelle faire un forum pour tout le monde. On ne peut pas non plus, comme on dit, please to all, sinon vous ne faites plus rien. Donc l'idée, exactement. Donc l'idée, c'est d'identifier des PME qui sont bien sûr formelles, qui ont un potentiel de croissance et qui peuvent intéresser aussi les banques, les financiers. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Donc il faut créer un premier effet d'entraînement à travers les PME qui sont un peu établies à minima, pour leur donner l'accès au deuxième étage de la fusée. C'est pour ça qu'il y a quelques critères pour admettre les PME qu'on invite au forum. Il faut au minimum 3 ans d'existence, il faut faire un minimum de chiffre d'affaires pour intéresser une banque ou un fonds d'investissement, il faut être sur un marché qui a un potentiel de croissance et avoir un projet de développement. Il n'y a rien de tel que d'offrir un forum à tout le monde et finalement personne ne trouve de solution et donc ça n'aura servi à rien. Et donc depuis 8 ans, depuis 10 ans, puisqu'il y a eu 2 ans de Covid, il n'y a pas eu le forum, les réponses que les PME qui participent nous donnent sont plutôt encourageantes, puisque lorsqu'on fait des sondages, vous avez à peu près 50% des PME qui disent, lorsqu'on vient à ce forum, on trouve des réponses à nos problématiques de développement. Plus de 90% des PME veulent revenir et environ 15% trouvent des sources de financement durant le forum. C'est plutôt encourageant. Ça veut dire que c'est un espace qui répond réellement à des problématiques des PME. Et donc c'est en ça que c'est pas un forum comme les autres, c'est vraiment le forum qui est dédié au vrai secteur privé africain. Exactement. Didier Akoueti, on va rester avec les ambitions, les objectifs de ce forum-là, dans cet entretien que vous avez fait avec nous. Vous revenez sur, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les ambitions et objectifs de ce forum suivant cet extrait. Le Africa SME Champions Forum est un forum unique en Afrique qui est dédié à la croissance des PME africaines. Comme vous le savez, les PME constituent 90 à 99% du secteur privé africain selon les pays, et ce sont elles qui créent les emplois. Et nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à une crise sociale de chômage massif des jeunes, et ce sont ces PME qui peuvent créer ces millions d'emplois qui manquent pour nos jeunes en Afrique. C'est pour ça que ce forum a été créé, pour apporter des réponses concrètes aux PME, pour faciliter leur croissance à travers 3 dimensions: l'accès à des financements, l'accès à des nouveaux marchés et puis le renforcement des capacités. Le Africa SME Champions Forum est un forum unique qui regroupe 4 dimensions. Première dimension qui constitue la partie plaidoyer où nous réunissons des décideurs publics, des décideurs politiques, des institutions de développement, bien sûr le secteur privé, les banques, pour discuter des meilleures pratiques et des solutions qu'il faut apporter aux PME pour qu'elles grandissent plus vite. La deuxième dimension, c'est l'accès au financement. Vous savez qu'à peine 20% des PME ont accès à un financement via les circuits financiers classiques. Or, pour faire une croissance, il faut des ressources. Et donc l'idée de ce forum, c'est de réunir des banques, des fonds d'investissement, des business angels, des venture capital, les institutions financières internationales de développement, les fonds de garantie, les fondations, pour que ces différents acteurs apportent une réponse holistique et combinée aux besoins des PME. La troisième dimension, c'est l'accès au marché. Pour grandir, il faut des marchés, et vous le savez. Et l'idée du forum, c'est de réunir des PME d'une quinzaine à une vingtaine de pays qui ont des problématiques de croissance sur des nouveaux marchés. Et le fait de se retrouver, de discuter de deals, de discuter de partenariats, de joint venture, de conquête de nouveaux marchés, permet à ces PME d'accéder à de nouveaux marchés. Et puis également, quelques grandes entreprises qui participent à ce forum permettent de sous-traiter certains marchés à des PME. Et puis la commande publique, puisque la commande publique également est une question centrale qui permet, comme on le voit aux États-Unis, on le voit dans des pays européens, de donner, de réserver même aux PME locales une part de cette commande publique pour qu'elles aient accès à des marchés. Et la quatrième dimension, c'est ce qu'on appelle le capacity building. La question de l'organisation des PME, des ressources humaines, du business model, c'est vraiment des questions essentielles parce que ça facilite l'accès au financement et au marché. Et donc nous avons des masterclass
qui permet de donner des outils pratiques opérationnels, d'offrir des cadres d'échange aux dirigeants de PME pour qu'en sortant du forum, ils se disent « j'ai trouvé une réponse à ma problématique. Je veux recruter des talents, mais je ne suis pas une grande entreprise, comment je fais? Je veux digitaliser mon business, comment je m'y prends? Je suis une petite SRL passée en SA avec une gouvernance différente, comment je le fais? Je veux faire du marketing pour faire connaître ma marque sur le marché, mais je n'ai pas beaucoup de ressources, comment je m'y prends? » Donc c'est autant de sujets qui sont discutés lors des masterclass avec des professionnels, des experts qui donnent des réponses aux dirigeants de PME et qui permettent à la fin d'avoir donc une réponse combinée pour les PME pour qu'après le forum, elles puissent mettre en œuvre ces différentes recommandations. Nous vous donnons rendez-vous à Lomé les 5 et 6 octobre 2023 pour la 8e édition du Africa SME Champions Forum. Alors, Lomé, bien entendu, nous avons eu Abidjan, nous avons eu Dakar, Kigali, Nairobi, Johannesburg, Kampala, et Lomé est un carrefour commercial important en Afrique de l'Ouest. Lomé est une terre d'entrepreneurs. Tout le monde connaît l'histoire des Nana Ben, ces femmes remarquables qui ont fait la croissance du commerce africain, du commerce togolais, et tous ces jeunes entrepreneurs que nous retrouvons au Togo, mais aussi dans la sous-région. Et puis Lomé est un hub aussi aérien. Vous connaissez Askai. Lomé est un hub financier. Les banques de développement, les banques commerciales qui sont implantées. Et puis finalement, la taille du pays permet d'avoir des résultats rapides. Et beaucoup d'Africains n'ont jamais visité le Togo. Et donc c'est l'occasion de visiter le Togo et de participer à la transformation du Togo, comme bien sûr le reste de l'Afrique. Et c'est un petit peu ça l'idée du SME Forum. À chaque fois que nous visitons un pays, nous attirons un écosystème pour favoriser l'investissement, la croissance. Et Lomé étant au cœur de l'Afrique de l'Ouest, le SME Forum devrait profiter à toute l'Afrique de l'Ouest. Forum, elle puisse mettre en œuvre ces différentes recommandations. Et puis bien sûr, nous célébrons aussi les champions. Ce forum vise aussi à célébrer les champions de la croissance africaine. Et nous avons donc des awards. Nous récompensons donc la meilleure PME. Nous récompensons la meilleure banque qui a le plus soutenu les PME. Nous récompensons la femme leader qui a conduit un business pour encourager aussi les autres femmes à se rendre aussi plus visibles. Parce que les femmes ont tendance de temps à autre à rester tellement discrètes alors que ce sont elles qui font la croissance africaine. Et puis nous n'oublions pas les jeunes puisque nous récompensons aussi la meilleure start-up, que les start-up ce sont les champions de demain. Et donc autour de ce dîner de gala, nous récompensons ces acteurs de la croissance africaine et qui permettent d'avoir un forum à l'image de l'Afrique, une Afrique dynamique, une Afrique en transformation. Et voilà, l'on comprend mieux les ambitions du Africa SME Champions Forum. La prochaine édition se tient au Togo à Lomé. Elle se tient dans quel contexte avec la sortie de la crise à Covid-19? Alors, il faut savoir que c'est vrai que les PME du monde entier ont souffert beaucoup de la crise sanitaire Surtout, Covid. Exactement. Encore plus les PME africaines, parce que vous voyez, dans les pays en guillemets, qu'on dit développés, bon, parce qu'ils ont un niveau de développement vers l'émergence. Il y a eu un soutien massif aux PME des États. En Afrique, les PME ont moins bénéficié de ce soutien financier, donc elles ont encore un petit peu plus souffert. Et il y a des secteurs qui ont été vraiment ravagés, hein, comme le secteur du tourisme, le secteur de l'hôtellerie, qui ont beaucoup souffert, le secteur du commerce, parce que le monde entier était paralysé. Donc vous voyez que beaucoup de PME en Afrique ont quand même souffert de cette crise. Et aujourd'hui, il s'agit de voir comment leur redonner un souffle pour relancer leur croissance, relancer les activités post-Covid, même si on voit qu'avec la crise en Ukraine, la hausse des matières premières, des matières premières, la hausse des taux d'intérêt, on n'est toujours pas sorti de l'auberge, comme on dit, mais il y a une sorte de résilience quand même qu'on constate en Afrique dans le secteur privé, mais il faut donner quand même un petit coup de pouce aux entrepreneurs, aux PME pour qu'elles puissent grandir plus vite, parce que c'est ça tout l'enjeu. Avoir 70-80% d'entreprises dans le secteur informel, bon, qu'on dit informel parce que pas enregistré, sans protection sociale, sans pouvoir bénéficier d'accompagnement financier bancaire,
c'est quand même difficile de faire la croissance dans ces conditions. Exactement. Et donc aujourd'hui, il faut que les pouvoirs publics également mettent les conditions pour encourager les entrepreneurs à rentrer un petit peu dans des filières qui leur permettent d'accéder à des prestations. Ouais. À des services financiers pour qu'elles puissent grandir plus vite. Et on en parlait un petit peu dans l'interview, il y a l'accès au marché. Vous savez, les États... On va venir à ça, l'accès au marché, mais restons d'abord sur l'accès au financement, qui est une véritable problématique pour les PME africains. Alors oui, en fait, c'est relativement simple. Si vous voulez, c'est que le financement dans nos pays se fait essentiellement par le secteur bancaire commercial. Exactement. Et donc, une PME, quand elle a besoin de financement, elle va se tourner vers une banque. Or, la banque commerciale, et on a tous mis un peu de temps à le comprendre, n'a pas vocation à financer le risque d'une PME. Donc, quand vous déposez votre argent, votre économie dans une banque, la banque se dit, pour protéger votre épargne, il ne faut pas que je prenne le risque sur une PME. Et donc, la banque commerciale a tendance à ne pas prêter à la PME parce qu'elle estime que la PME est trop risquée et n'offre pas toutes les conditions de garantie. Donc, la banque ne veut pas au Sénégal avec prendre le risque. Le FONGIP. C'est ça. Donc, la banque veut des garanties pour être confortable pour prêter à la PME. C'est vrai que parfois, les PME aussi ont des problèmes d'organisation, des problèmes de bilan qui ne rassurent pas le banquier. Mais vous avez donc un acteur qui est la banque, qui est l'acteur essentiel qui prête l'argent, qui ne veut pas prendre le risque. Et puis la PME qui a besoin de ressources pour faire son développement, mais de ressources un peu longues. Quand la banque vous prête d'abord à des taux relativement élevés, c'est-à-dire 8, 9, 10, 12, 15, voire 20% pour la microfinance, voire plus, vous comprenez que la PME, pour gagner de l'argent, dégager la rentabilité pour rembourser ce que la banque lui a prêté avec ce taux d'intérêt, c'est extrêmement difficile. Et donc, il faut d'autres instruments. Il y a un instrument qui est par exemple le capital investissement, où en fait vous mettez du capital dans la PME. Donc c'est une ressource longue parce que vous rentrez dans le capital, mais il faut que la PME aussi accepte d'ouvrir son capital pour que vous preniez une part de son capital en injectant des fonds propres, donc du cash qui vient et qui n'est pas exigible dans un an, dans 2 mois, 3 mois, comme un crédit auprès d'une banque. Donc, il faut du capital investissement pour renforcer les fonds propres des PME et donc des ressources longues. Deuxièmement, il faut des acteurs qui leur donnent des garanties pour permettre aux banques de prêter plus facilement à des taux plus faibles. Troisièmement, il y a ce qu'on appelle aussi des business angels, donc des personnes qui ont gagné beaucoup d'argent et qui ont suffisamment de ressources pour dire tiens, moi je prends le pari que l'entreprise de M. Ndiaye va se développer demain, donc je mets l'argent. Son investissement. Si je le perds, c'est pas grave, mais j'espère en gagner. Et puis aussi ce qu'on appelle le capital risque, qui lui aussi a du cash et dit tiens, moi je vais parier sur lui, sur 10, il y en aura peut-être un qui va réussir et qui va me faire gagner beaucoup d'argent. Est-ce que maintenant, ce forum-là, c'est l'occasion de conscientiser toutes ces entreprises-là à travers ces PME de suivre ces conseils? C'est exactement ça. Le forum a vocation d'abord à donner de l'information, donc à offrir une panoplie d'outils. Donc ces acteurs viennent au forum et discutent avec les patrons de PME leur disant par rapport à votre business aujourd'hui, à votre croissance, c'est pas de la banque, c'est du capital investissement. Donc moi, je suis prêt à regarder vos comptes et peut-être à mettre un peu d'argent. Une banque va dire, si vous me donnez ça en garantie, je peux peut-être vous prêter un peu, mais pas sur 5 ans, sur 2 ans. Et donc, vous allez faire l'arbitrage en disant, si vous achetez un camion ou une usine, vous ne pouvez pas rembourser en 1 an. Vous avez besoin de 5, peut-être 10 ans, le temps d'amortir pour rembourser ce qu'on vous a prêté. Donc, ces discussions ont lieu pendant le forum. On va dire, ah, si c'est pour une usine, si c'est pour acheter un camion, donc un outil de production, eh ben, c'est pas un crédit à 15% sur 12 mois. Non, non, c'est plutôt, voilà, sur un crédit à 7%, 8%, sur 5 ans, sur 10 ans. Mais attention, moi, je ne peux pas. Si vous voulez que je le fasse, allez parler à un fonds de garantie comme African Guarantee Fund ou un fonds, le FONGIP par exemple, et donc une banque va dire voilà, moi je vous prête si le FONGIP met du collatéral, et puis peut-être un capital investisseur comme je sais pas, Fig Fund pour exemple qui est basé ici notamment va dire tiens, moi dans ces conditions je mets aussi un peu. Donc c'est une articulation
de différents acteurs qui peut permettre aux PME de se développer plus vite, et c'est ça que le forum aussi propose. Et donc, à votre question concernant le financement des PME, la banque ne peut pas être l'acteur principal qui finance les PME sur nos continents, parce que la banque n'est pas prête à prendre ce risque aujourd'hui. Et il faudrait que les banques aussi prennent un peu plus de risques, voire même quand elles gagnent de l'argent chaque année. Cité, notamment le fonds Chip. Maintenant, est-ce qu'on a évolué la pertinence de ces mécanismes-là qui sont là depuis un certain nombre d'années? Alors, ces mécanismes ne sont pas là depuis si longtemps que ça, honnêtement. Et deuxièmement, en termes de volume, ces instruments, en fait, ont besoin de plus de ressources. Vous savez, une économie, c'est pas juste mettre 20 millions de dollars ou 50 millions de dollars pour soutenir les PME. Dans un pays comme le Sénégal, il faudrait des centaines de millions de dollars, si ce n'est 1-2 milliards pour soutenir un secteur privé qui en a vraiment besoin. Donc dans nos pays, il y a une question d'impact qui est liée au montant qu'on peut mobiliser pour accompagner le secteur privé. Vous voyez, je donnais l'exemple de la crise sanitaire Covid. Alors, vous savez, pendant la crise, un pays comme les États-Unis, leur richesse est estimée à un peu plus de 25 000 milliards de dollars. Donc, pendant la crise sanitaire, un pays comme les États-Unis a mobilisé entre 15 et 25% de sa richesse pour soutenir l'économie. Donc, ça veut dire qu'ils ont dépensé entre 2 500 et 5 000 milliards de dollars pour soutenir le secteur privé. C'est ce qu'on a tenté de faire au Sénégal, sauf qu'ici, le montant est un peu faible. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Et donc, quand vous êtes sur des périmètres africains, sénégalais, ivoiriens, béninois, togolais, kenyans, et les États n'ont pas suffisamment de ressources, vous voyez bien que la capacité à déployer des moyens pour soutenir le secteur privé est relativement faible. Et donc, c'est pour ça que le secteur privé n'arrive pas à se développer beaucoup plus vite, parce que les moyens que les États ont sont un peu limités et sont saupoudrés sur beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de priorités, mais il faudrait que les États investissent un peu plus sur le secteur privé, parce que c'est vertueux. Quand vous investissez un peu plus sur le secteur privé fait quoi? Il va payer des impôts, il va créer des emplois, il va donner des salaires, ces gens vont consommer, vont payer des impôts, donc in fine, l'État récupère sa mise, et donc c'est jamais perdu pour un État, même si certaines entreprises ne fonctionneront pas, mais c'est un bon investissement. Comme sur le capital humain, on a commencé la mission en parlant d'AfriqueSearch, qui est dans le capital humain et ressources humaines, et on dit souvent, si vous n'investissez pas dans votre capital humain, vous n'aurez pas de développement. Quand vous construisez des écoles, vous scolarisez des enfants, vous n'avez pas la récompense tout de suite. C'est pas comme si vous allez au marché, vous achetez une tomate que vous mangez. Vous préparez l'avenir. Et donc, de la même manière qu'on investit dans le capital humain, on doit investir massivement dans le PME, le secteur privé, parce que c'est ça qui permet de créer la richesse et des emplois. Et vous savez, c'est pas nouveau. Toutes les grandes économies sont en fait drivées par, sont drivées par les PME. L'économie américaine, l'économie allemande, l'économie chinoise, ce sont les PME. Même si nous voyons les grands groupes, les grandes entreprises, souvent au devant de la scène, qui viennent investir dans nos pays, et même dans nos pays, ce ne sont pas les grands investissements des multinationales qui créent le plus d'emplois, mais ce sont les PME. Et donc aujourd'hui, il s'agit également de faire évoluer le narratif et que les États investissent plus massivement dans les PME, parce que c'est ça la clé de richesse, de création de richesse. Exactement. Et les défis sont énormes. C'en est un de régler ce problème d'accès au financement, mais c'est un autre problème aussi, l'accès à la commande publique, par exemple. Est-ce que là, il y a des mécanismes qui sont prévus lors de ce forum-là pour aussi accompagner les PME? Alors, nous avons quelques grandes entreprises qui viennent au forum parce qu'elles ont besoin de contracter avec des PME pour faire la sous-traitance. Les États qui viennent parler de leur programme public, c'est-à-dire qu'est-ce que l'État a prévu en matière de commande publique pour les PME. Est-ce qu'il y a un Small Business Act, par exemple, comme dans certains pays, où une part de la commande publique est réservée aux PME? Mais il faut que ce soit un peu transparent. Si vous voulez, quand vous dites on réserve 20%, vous dites on réserve 20% de la commande publique aux PME, mais vous donnez les commandes aux copains qui ont des sociétés, à chaque fois c'est les mêmes et qui font des retours de commission, ça ne marche pas. Donc il faut que le système soit vertueux. Sinon, ça ne vaut pas la peine de mettre des dispositifs de ce type en place. Mais la commande publique est essentielle parce que dans nos pays, l'État reste un acteur économique important en matière de financement de l'économie, en matière d'investissement.
Et donc, ça doit profiter aux PME. Au-delà du forum, on va parler des masterclass que vous organisez. Vous en avez évoqué quelques sont tout à l'heure. Quels sont les objectifs? Alors, les masterclass, c'est très pratique. Vous savez, quand on est dirigeant d'entreprise, on est confronté à plein de problématiques. Et souvent, on n'a pas le temps de retourner à l'école, de s'asseoir pendant 5 heures devant un ordinateur pour faire un cours en ligne. Donc, nous, pendant le forum, nous avons des sessions assez courtes d'1h30 où nous avons des thèmes avec un expert qui, par exemple, va vous dire comment vous devez trouver de l'argent en étant une PME. Il va vous dire, selon votre situation, n'allez pas auprès de telle banque parce que vous n'allez jamais avoir l'argent. Allez plutôt chercher du capital investissement, allez voir plutôt la famille, sinon vous n'allez pas y réussir. Vous êtes par exemple une PME, vous avez besoin de vendre vos produits sur des marchés nouveaux, vous ne savez pas comment vous y prendre, il peut vous dire, la digitalisation, c'est un moyen, comment vous digitalisez tout votre processus commercial pour que vous puissiez vendre sur de nouveaux marchés ou aller vers des nouveaux pays, donc vos stratégies de croissance. Comment, par exemple, vous la gérez avec la digitalisation de votre business. Vous êtes une entreprise individuelle, vous commencez à grandir. Pour assurer les banques, on va dire c'est bien de passer en société de capitaux, une SARL, une SA par exemple, ou une SAS. Comment vous le faites? Vous êtes une PME, vous avez besoin de recruter, mais vous ne pouvez pas payer vos collaborateurs comme les grandes entreprises. Il y a un atelier qui va vous donner des astuces, comment vous recrutez des talents en packageant ce que vous lui offrez pour que le talent s'intéresse et vienne chez vous alors que vous n'êtes pas une grosse firme. Donc, c'est autant de masterclass que nous prévoyons chaque année qui permettent vraiment d'avoir des réponses et des outils assez opérationnels avec des échanges d'expertise et d'expérience. Parce que c'est aussi ça l'intérêt. Dans les masterclass, vous avez des dirigeants de PME. Donc, ils sont là. Des personnels qui ont déjà réussi dans ce secteur-là. Qui ont réussi ou qui ont échoué. Et donc, ils viennent, qui partagent des expériences avec un expert. L'expert leur fait un retour d'expérience et leur donne de l'expertise. Et donc, c'est de cet échange que naît généralement une richesse de contenu pour les PME qui participent à ces masterclass. Alors, à la 8e édition, quels sont les secteurs d'activité qui marchent le plus pour les PME africains? Bon, alors, comme on dit souvent, l'Afrique, c'est la terre d'opportunités. Tous les secteurs, a priori, peuvent fonctionner. Ce qu'on constate, c'est que la filière agroalimentaire, par exemple, est une filière qui marche de plus en plus. Il faut savoir que l'Afrique, d'abord, comme on dit souvent, c'est 60% des terres arables non utilisées qui sont en Afrique, et qu'il faut nourrir l'Afrique et nourrir la planète. Et que nous avons une population qui est quand même à 70-90% rurale et jeune. Oui, parce que les villes concentrent entre 10 et 20% des populations, parfois 30, mais souvent les populations sont rurales et donc vivent souvent de l'agriculture. Et donc, nous avons aujourd'hui beaucoup de PME, beaucoup d'entrepreneurs, d'ailleurs des jeunes, qui vont dans la filière agricole, agroalimentaire, qui font de la transformation. Alors c'est un peu artisanal pour l'instant. Vous savez, quand vous allez aujourd'hui dans les supermarchés, vous voyez des rayons où vous avez tel produit qui est transformé, qui est packagé, vous avez des confitures de mangue, vous avez des jus. Même si c'est en petite quantité. C'est ça, c'est encore artisanal. Vous avez du savon made in Africa, vous avez des pagnes made in Africa, vous avez... Bref. Mais la filière agroalimentaire, aujourd'hui, tire beaucoup l'entrepreneuriat jeune, y compris dans les pays qui font par exemple du cacao. Aujourd'hui, vous avez du chocolat africain dans plein de supermarchés parce que vous avez beaucoup de jeunes qui rentrent aussi. Donc, la filière agroalimentaire est clairement une filière assez représentée qu'on retrouve généralement dans le forum. Ensuite, vous avez le secteur des services. Le service, c'est assez large, que vous preniez le transport, la logistique. Vous avez beaucoup de PME qui sont dans le secteur des services parce que nous sommes encore dans des économies de services et pas assez industrielles. Après, vous avez aujourd'hui des secteurs qui émergent comme les fintechs, c'est-à-dire les secteurs. Le secteur financier sur la base de technologie. C'est-à-dire quand vous payez par mobile money, c'est des fintechs qui sont derrière et donc vous avez toute une industrie autour des technologies qui émergent de plus en plus avec ces startups qui se développent en Afrique, qui aussi est un secteur qui est relativement émergent. En tout cas, dans le forum, on le voit bien. Et puis après, vous avez une panoplie de secteurs qui viennent compléter ces grandes filières de fintech, de techno, de commerce, de trade, de logistique, d'agroalimentaire. Mais l'enjeu, c'est quand même l'industrialisation. Surtout. Si vous voulez, dans la chaîne de valeur, c'est quand vous faites de l'industrie, le produit fini,
que vous captez la valeur. Ouais. Et l'exemple qu'on donne le plus souvent, c'est l'exemple du chocolat. Vous avez des pays comme la Côte d'Ivoire et le Ghana qui assurent à eux deux entre 60 et 70% de la production de cacao mondial. L'industrie du chocolat, c'est plus de 100 milliards de dollars par an. Mais ces pays ne captent que 2 à 5% de la valeur de ce marché. Exactement. Donc, on peut décliner ça dans plein de secteurs. Donc, ça veut dire que c'est au bout de la chaîne, généralement, qu'on crée de la valeur et non pas au début de la chaîne. Et donc, l'industrialisation est une nécessité. Ouais. Et souvent, on dit que la contribution de l'Afrique à la production manufacturière mondiale, c'est moins de 2 à 3%. Alors, nous, on dit c'est 1% du commerce mondial, 2% de ça. Bon, bref, on est toujours dans les 1, 2, 3%. Donc, notre contribution à la production manufacturière mondiale est relativement marginale. Donc, ça veut dire qu'il faut produire, industrialiser, créer des emplois. Est-ce qu'au-delà de l'industrialisation, notre handicap, c'est pas aussi le retard accumulé sur le numérique, l'import-export, tous ces échanges-là se font à présent à travers le numérique, le téléphone portable, on passe des commandes sur... le numérique est un accélérateur, mais le retard d'industrialisation de l'Afrique n'est pas dû au numérique, parce que l'Afrique existe depuis quand même des milliers d'années. Nous sommes indépendants depuis les années 60 pour beaucoup de pays. Mais très peu de pays ont amorcé leur industrialisation. Alors évidemment, quand on dit l'Afrique, le Nigeria est relativement industrialisé, le Kenya relativement, l'Afrique du Sud est très industrialisé, le Maroc l'est, l'Égypte l'est, mais il y a quand même un gros noyau dans le centre de l'Afrique là qui est encore relativement peu industrialisé, parce que les choix économiques qui ont été faits, c'était des choix d'exportation de matières premières brutes. Et c'est aussi un héritage colonial. C'est-à-dire, on a dit, bon, vous spécialisez dans l'exportation des matières premières, et nous, on les transforme, on les revend. C'était une spécialisation de facto, mais les pays africains ont compris, en fait, aujourd'hui, que cette spécialisation n'a pas de sens pour l'Afrique, n'a pas d'intérêt, et donc, les Africains, les pays africains industrialisent aujourd'hui un petit peu plus, mais ça suppose des politiques industrielles, ça suppose l'accès à l'énergie, parce que quand vous avez une usine, il faut bien approvisionner en énergie. C'est souvent problématique. Bien sûr, il faut des infrastructures pour transporter les marchandises, pour les exporter. Donc, il y a une base qui est nécessaire pour accélérer l'industrialisation. Et donc les pays africains aujourd'hui investissent beaucoup plus aujourd'hui dans les infrastructures de production pour favoriser l'industrialisation. Et donc ça serait des clés. Donc ça veut dire que dans les années qui viennent, l'espoir c'est qu'un forum comme l'Africa SME Champions Forum, ce soit des entreprises industrielles qui viennent. Que par exemple la petite PME sénégalaise qui fabrique du savon ou de la confiture de mangue, etc., demain disent « Ah, j'ai monté une unité industrielle, hier je fabriquais 1000 pots le mois, maintenant je fabrique 100 000 pots. » Vous voyez, là vous changez complètement de dimension parce que vous avez industrialisé. Donc c'est un petit peu ça aussi que le forum encourage et que les politiques publiques doivent encourager. Exactement. Il y a de ça quelques années, vous avez parlé de cet écosystème-là pour justement arriver à cette étape-là de l'importance des business plans, de ces plans de communication et marketing. Est-ce que là, le forum, c'est l'occasion aussi pour ces PME africaines d'avoir des connaissances sur cela? Oui, c'est l'objet des masterclass. C'est-à-dire quand on vient, il y a bien sûr le plaidoyer, comme j'ai indiqué, mais les masterclass, c'est vraiment pour guider les entrepreneurs. Parce que c'est l'école des jeunes entrepreneurs. En fait, si vous voulez, beaucoup d'entrepreneurs aussi entreprennent un peu, soit par opportunité, c'est-à-dire j'ai pas d'emploi, ou tiens, j'ai une opportunité, je la saisis, je crée une entreprise. Ou alors, j'ai mûri un projet, il n'est pas tout à fait prêt, mais j'ai une commande, j'y vais. Donc, le projet n'est pas complètement abouti, même si une entreprise, entre le papier et la réalité, c'est autre chose. Hein. Nous-mêmes, on est passé par là. Mais, simplement, c'est que l'entrepreneur n'est pas forcément quelqu'un qui a fait une école de commerce, n'est pas quelqu'un qui a déjà géré une organisation, et donc qui a entrepris parce qu'il y avait une opportunité, ou par défaut, parce qu'il ne trouvait pas d'emploi. Et donc, à un moment donné, pour faire la croissance, il faut connaître des outils, des instruments. Et donc, c'est normal que, à un moment donné, nous-mêmes, on se recycle, on retourne à l'école, on suit des séminaires régulièrement pour être un peu à jour, parce que les marchés évoluent, l'économie se transforme. Et donc, les dirigeants de PME qui viennent, on leur donne aussi un petit peu ces outils nouveaux de management, de gestion, pour passer à l'échelle, passer à l'étape 2 de la fusée ou à l'étage 3 de la fusée. Exactement, et c'est important. On va parler souvent quand on parle de l'Afrique, on parle
de la contribution de la diaspora dans la masse financière, dans le budget, les PIB de ces pays-là. Est-ce que là aussi, sur le retour de ces talents-là, de ces ressources humaines-là, il y a des initiatives qui sont menées par le Forum? Alors le Forum, ce n'est pas tellement un forum orienté diaspora, mais vous avez des entrepreneurs de la diaspora qui viennent au Forum, qui veulent s'installer en Afrique, créer une entreprise, donc qui viennent. En revanche, derrière la question, comment les ressources de la diaspora peuvent être mobilisées au profit du secteur privé. Et donc, il y a des initiatives de fonds d'investissement de la diaspora pour financer des PME qui apparaissent ici et là, certaines qui existent, mais c'est vrai que la PME, c'est risqué. Et donc, certains de ces fonds arrivent doucement, timidement. Il faut bien connaître le terrain, bien choisir les entreprises, mais clairement, quand on dit que la diaspora envoie entre 70 et 100 milliards de dollars chaque année sur le continent, c'est énorme. C'est beaucoup d'argent. Et donc, si vous arrivez à recycler une partie de ce transfert, même vous mettez 20 milliards de dollars par an dans les PME, vous allez voir l'effet de transformation que ça peut créer. Mais il faut des instruments, effectivement. Et donc, ces fonds diaspora, ou même les diaspora bonds qui sont émis sur certains marchés, ce sont des obligations que la diaspora achète pour que ces financements puissent aller au secteur privé. Ce sont des initiatives qui doivent se multiplier pour les PME, mais le Forum, en fait, accueille soit des fonds de la diaspora qui veulent investir dans les PME, ou alors des acteurs de diaspora qui créent leur PME sur le continent. Exactement. Et qu'en est-il des clichés? Parce qu'entreprendre en Afrique, on croit déjà à la réussite automatique de l'entreprise, une costume bien sapé. Est-ce qu'il y a un travail qui est fait sur ces clichés-là, faire comprendre à ces entrepreneurs-là que le chemin peut être long? En tout cas, moi je le dis tous les jours, le chemin de l'entrepreneuriat est pavé de bonnes intentions. Mais c'est l'enfer que vous traversez. Oui, c'est sûr. Donc souvent, on dit dans les écoles de commerce que vous allez traverser la vallée de la mort. Donc c'est le moment où ça devient difficile. Il n'y a aucune entreprise innée, hein. C'est même les grandes entreprises traversent des crises et même disparaissent. Il y a des grandes entreprises qui ont disparu. Pendant la crise sanitaire, ont disparu. Une entreprise comme Enron, avec Arthur Andersen, qui a disparu. Pourtant, c'était un des plus gros cabinets au monde. Tous les jours, des grosses entreprises disparaissent. Donc, ce n'est pas qu'une question de jeune entreprise. Mais c'est simplement de savoir que l'entrepreneuriat, l'entreprise, c'est dur. Vous avez des opportunités aujourd'hui et demain, vous ne les avez plus. Vous avez des conditions de marché qui changent, et un concurrent qui arrive avec une méthodologie différente, ou qui casse les prix, ou l'État qui met en place des mesures qui sont contraignantes, qui ne vous arrangent pas. Vous avez des taux d'intérêt, vous avez des frontières fermées, vous avez un coup d'État, vous avez des bateaux qui n'arrivent plus, vous avez des matières premières qui flambent. Donc, l'entrepreneur est confronté à une panoplie de challenges. Et donc, si vous ne comprenez pas en tant qu'entrepreneur que vous allez traverser la vallée de la mort périodiquement et qu'il faut être dur, résilient pour sortir de la vallée et rentrer d'un moment donné, il ne faut pas entreprendre. Parce que l'entrepreneuriat, c'est magnifique, c'est palpitant, c'est excitant, c'est exaltant, mais de temps à autre, c'est l'enfer. Donc, si vous n'êtes pas prêt à vivre l'enfer, il ne faut pas entreprendre. Voilà, et c'est bon à savoir pour tous ces jeunes-là qui ont l'ambition d'entreprendre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez évoqué tout à l'heure tous vos partenaires qui vous accompagnent lors de ces forums-là. Est-ce que les pouvoirs publics s'impliquent davantage pour vous, pour cette mission que vous menez? Oui, il y a une prise de conscience des pouvoirs publics, honnêtement, parce que, vous voyez, la question du chômage des jeunes, c'est vraiment ce qu'on appelle la bombe à retardement. Et on le voit dans tous nos pays. Quand vous voyez les manifestations des jeunes en Afrique, vous avez peur. Vous avez des centaines de milliers de jeunes qui sortent pour parfois rien et qui cassent tout. Donc ça, c'est la crainte des dirigeants. Et pour répondre à ça, vous avez des réponses économiques à apporter. C'est-à-dire des emplois à créer, des formations de qualité, et puis éventuellement un filet social, pour que les gens ne soient pas désespérés et aient tout cassé. Donc, il n'y a aucun politique aujourd'hui sur le continent qui n'ait conscience de ces enjeux. Parce que la bombe est en train de ticker, comme on dit en anglais, it's ticking. Et donc, les pouvoirs publics ont compris que pour répondre à ces enjeux, il faut créer des emplois.
Et comme les États n'embauchent pas, ne créent plus les emplois, c'est le secteur privé. Et donc, les pouvoirs publics comprennent effectivement qu'il faut soutenir un peu plus le secteur privé, qu'il faut avoir des programmes massifs d'investissement dans les pays qui profitent aussi au secteur privé, qui peut employer, recruter tous ces jeunes, parce que c'est là vraiment le risque majeur que tous nos pays encourent aujourd'hui, on le voit. Hein. Vous savez, au Mali, par exemple, il y a un sondage... Ils sont souvent menacés par l'instabilité des pays. Il y a un sondage qui a été effectué par le PNUD au Mali il y a quelques mois, où ils ont interviewé des jeunes qui ont rejoint les mouvements djihadistes. Et on leur a dit, pourquoi vous avez rejoint ces mouvements? Vous avez entre 40 et 70% qui ont déclaré en fait que c'est pour des raisons économiques. La précarité. La précarité. Ils n'avaient pas d'emploi, c'était aux loisiveté, il fallait qu'ils subviennent à leurs besoins. On leur a proposé 50, 100, 200 $, une Kalachnikov. Bah, ils ont accepté de rejoindre les mouvements. Et puis il y en a 10, à peine 10% qui ont dit c'est pour des raisons idéologiques. Donc en réalité, la majorité, c'est la grande majorité, exactement. Et donc si vous n'apportez pas une réponse vigoureuse, sociale, rapide, eh ben, nous allons nous retrouver dans cette situation qu'on est en train de vivre dans la plupart des régions du Sahel, avec les jeunes qui sont désespérés et qui n'y croient plus, ou alors qui traversent la Méditerranée, ou alors qui rejoignent les mouvements djihadistes. Et ça, c'est vraiment le risque majeur. Et donc les pouvoirs publics ont compris qu'il faut vraiment apporter des réponses rapidement. Exactement, c'est impératif. Et qu'en est-il du côté de la législation? Est-ce que l'environnement des investissements au niveau des pays africains, au-delà de l'UEMOA, bien sûr, est favorable à l'investissement ou à l'épanouissement des PME? Alors, c'est favorable aux gros investissements. Si vous voulez, malheureusement, nos pays mettent en place des dispositifs pour favoriser l'investissement direct étranger. Donc, les investisseurs qui viennent de l'extérieur du continent. Parce qu'on pense que c'est eux qui ramènent le plus d'argent, c'est eux qui font les plus gros projets. Or, souvent, ces investisseurs, quand ils arrivent, ils viennent lever de la dette sur nos marchés. Mais on leur donne beaucoup de facilité. Et moi, je dis souvent, en fait, votre premier investisseur, c'est votre investisseur local. C'est votre PME. Ce que vous faites ici, ce Mactar, s'il a fait ici, il a investi ici, il a mis son argent ici, il paye ses impôts ici, il a créé des emplois ici, donc c'est lui qu'il faut soutenir prioritairement. Et non pas la chaîne étrangère qui vient diffuser sur vos territoires et qui rapatrie ses bénéfices. Qui souvent sous-traitent même les entreprises. Mais locales, et les paye moins. Alors qu'elle, elle va bénéficier de facilités fiscales. Je caricature un peu, hein, mais votre premier investisseur, c'est votre investisseur domestique, local, votre PME, votre entrepreneur à qui vous devez accorder beaucoup de facilités pour qu'elle grandisse et après elle peut payer des impôts. Mais si vous assommez ceux qui entreprennent, qui sont visibles, donc dans le secteur formel, qui investissent, mais qu'à chaque fois vous dites, ceux qui sont visibles, on leur tape dessus, ils doivent payer le plus pour les autres, et ben vous les tuez. Donc la réponse, c'est que les dispositions généralement fiscales, des avantages, vont profiter aux investisseurs étrangers, alors que c'est d'abord aux investisseurs locaux qu'il faut protéger, qu'il faut encourager. Et bien sûr, l'investisseur étranger, pas de problème, il peut venir aussi. Parce qu'en fait, souvent, c'est la double peine. Si vous voulez, lorsque un entrepreneur étranger ou un investisseur étranger vient pour investir chez vous, il s'est endetté peut-être à 5 ou 6% de taux d'intérêt quand il a emprunté de l'argent auprès de la banque, chez lui. Et quand il vient chez vous, vous lui dites, comme tu viens investir chez moi, au lieu de payer 20% d'impôts, c'est peut-être 5%. Mais votre investisseur local, lui, s'est endetté auprès d'une banque à 15% ou 12%. Et ensuite, il va payer plein pot son impôt. Donc vous avez une distorsion de concurrence qui ne dit pas son nom, qui ne favorise pas l'entrepreneur local. Et donc, c'est tous ces dispositifs qu'il faut qu'on corrige de plus en plus dans les pays, avec la préférence nationale pour certains gros projets, où vous dites, vous êtes un entrepreneur local, c'est vous qui portez le projet, mais comme vous n'avez pas l'expertise, vous devez vous marier avec une entreprise étrangère qui a l'expertise pour que vous puissiez faire l'acquisition de l'expertise, mais c'est vous qui répondez devant. Et donc, vous baptisez en fait une expertise locale à travers ce partenariat qui est win-win et qui profite
au secteur privé. Donc, c'est autant de mécanismes que les États essaient de mettre en place, mais c'est vrai, il y a tellement de priorités que parfois ça leur paraît un peu moins important que d'autres réponses, mais c'est fondamental, c'est important, parce que c'est ça qui, dans les 5 ans qui viennent, les 10 ans qui viennent, vont permettre de régler les problèmes que nous avons aujourd'hui, d'emploi des jeunes, de croissance faible, de faible création de richesses, etc., etc. Alors, vous avez parlé de beaucoup d'initiatives, de mécanismes pour soutenir justement les PME. Quel est le bilan que vous pouvez faire depuis la tenue de la première édition? Alors, c'est ce que j'ai indiqué un petit peu au début. Chaque année après le forum, nous faisons un petit sondage auprès des participants. On leur pose plusieurs questions, dont 3 qui me paraissent importantes. La première, est-ce qu'après le forum, vous avez appris des choses? Oui, j'ai appris des choses. Deuxièmement, est-ce qu'après le forum, vous avez pu faire un peu de croissance de votre business? Et vous avez 30 à 40% des entreprises qui disent oui, après le forum, j'ai pu faire grandir mon business. Troisième question, est-ce que vous avez pu créer des emplois? Et vous avez 20% ou 25% selon les forums qui disent oui, on a pu créer des emplois parce qu'on a pu faire de la croissance. Et puis 10 à 15% disent on a pu lever des financements après le forum, ou parce qu'on a rencontré des financiers, ou parce qu'on a appris des choses qui nous ont permis d'aller lever du financement. Donc moi je dis, c'est plutôt encourageant. 2 jours de forum qui donnent ces résultats, c'est bien. Il faut plus, aller plus loin, en faire plus, mettre plus de moyens, mais c'est encourageant. Donc s'il y a des initiatives comme celle-là qui se multiplient, moi je dis tant mieux, parce que ça va permettre à 200, 300, 500, 1000, 10 000, 20 000, 30 000 PME de bénéficier de ça, parce qu'on estime qu'on a un peu plus de 90 millions de TPE, PME sur le continent, et encore, à mon avis, c'est 2 fois ça, parce qu'il y a celles qui sont informelles qui n'ont pas été comptabilisées. Donc imaginez si des millions de PME bénéficient de tous ces services, on change le continent. Exactement. Et la prochaine édition, je l'ai dit tout à l'heure, ce sera au Togo, à Lomé précisément. Les 5 et 6 octobre, la semaine prochaine, absolument. Quelle sera la particularité de cette édition? Alors, cette année, nous avons, parce que chaque année, il y a un thème, nous avons dit c'est la consolidation. Il y a eu les années Covid où beaucoup ont perdu. Il y a eu l'année dernière où on a fait le forum en Ouganda, à Kampala, on a dit c'est la relance. Et cette année, on dit c'est la consolidation. Donc, celles qui ont pu relancer l'activité depuis la fin du Covid, on se dit maintenant, il faut essayer de consolider pour continuer la croissance. Donc, le thème, c'est la consolidation de la croissance pour celles qui ont pu sortir de la crise sans trop de dégâts. En tout cas, merci à vous, Didier Akweti. Merci, M. Ndiaye, de m'avoir invité à M. Mactar Sylla. Je rappelle que vous êtes le président, le PDG, président directeur général de Africa Search, initiateur et commissaire général de Africa SME Champions Forum, l'invité dans cette tribune du mardi qui est largement revenue sur l'écosystème africain avec la tenue prochaine du forum au Togo à Lomé. Merci de nous avoir suivis dans cette tribune du mardi. Bonsoir.